Alors pour faire suite au podcast sur la déshydratation, je vais cette fois-ci parler plus précisément des électrolytes. Alors tout d'abord la définition. Donc ce sont des minéraux spécifiques chargés électriquement qui sont présents dans le sang, la sueur et l'urine, donc c'est en intra et extracellulaire. Ils sont capables de transférer des informations entre les cellules nerveuses et le reste de l'organisme. Ils sont essentiels pour plusieurs fonctions de l'organisme, que ce soit le métabolisme énergétique, le fonctionnement du système nerveux, les fonctions musculaires, une réponse inflammatoire saine, ou encore l'équilibre des fluides et une acidité sanguine saine. Donc le maintien d'un équilibre électrolytique sain est vital pour une santé et des performances physiques optimales. Alors au niveau des principaux nutriments qui en font partie, on a le calcium qui lui contribue à une masse musculaire normale, une minéralisation osseuse et la coagulation sanguine ou encore la sécrétion hormonale. Petite note ici, on évite de se complémenter en calcium si on n'a pas une prise de magnésium, car si on a trop de calcium en circulation, il va se mettre un peu n'importe où et pourrait générer des calcifications. Donc c'est vraiment à éviter. Si on se complémente en calcium, généralement, c'est pas nécessaire puisqu'on le trouve suffisamment dans l'alimentation, même en dehors des produits laitiers. Mais voilà, sachez-le. Deuxième point, on a le potassium et le sodium qui vont collaborer ensemble pour réguler l'équilibre des fluides et la pression artérielle. Le sodium, quant à lui, va principalement à l'extérieur des cellules. Il va augmenter le stress oxydatif et participe à la résistance à l'insuline. Le potassium est principalement présent dans les cellules. Il va inhiber le stress oxydatif, améliorer la sensibilité à l'insuline, qui est essentielle à la fonction musculaire et nerveuse. Il a été démontré que la supplémentation en sodium et en potassium va freiner la diminution de la capacité à l'effort qui survient lors d'une restriction calorique. Il est donc possible de déployer une activité plus intense malgré les restrictions simultanées de l'apport énergétique. Ensuite, on a le magnésium, évidemment, qui lui a un rôle crucial dans la conduction nerveuse, dans la fonction musculaire, dans l'hydratation. C'est un facteur essentiel à la santé cardiovasculaire et au niveau du métabolisme énergétique, bien entendu. Il va assurer une tension artérielle saine et va participer à l'activation de la vitamine D ainsi qu'à la prévention du diabète de type 2. Pour aller plus loin au niveau du magnésium, j'ai fait aussi un podcast précisément sur ce sujet. Ensuite, on a le phosphore qui est essentiel au maintien des structures cellulaires saines et à la promotion d'un métabolisme énergétique efficace. Ce phosphore, il est indispensable à la formation des os, des dents, mais aussi à la structure cellulaire et au métabolisme énergétique aussi. Un faible apport est associé à une production réduite d'ATP, ce qui va favoriser à la fois l'hyperphagie, un appétit incontrôlable, et une réduction de la thermogénèse. Donc on va être plus frileux, on va avoir moins d'énergie et on va potentiellement avoir une prise de poids. Parce que l'ATP, plus on en a, plus on brûle des calories, plus on a de l'énergie, moins on fait du surpoids. Ce sont vraiment nos centrales énergétiques qui sont présentes dans les muscles. Donc plus on a de muscles, plus on a d'ATP, mieux ça se passe. Cela indique un lien possible avec l'obésité et le syndrome métabolique. Parce que même chez les sujets sains, un faible taux sérique de phosphate est associé à une sensibilité réduite de l'insuline et à un taux de glucose sanguin plus élevé après un test oral de tolérance au glucose. Après, on a encore le chlorure, le sel de table, qui est essentiel pour un équilibre sain à l'extérieur des cellules. En fait, il va stimuler notamment l'action de l'acide gastrique, HCI, le fonctionnement des cellules nerveuses et musculaires et la circulation de l'oxygène et du dioxyde de carbone à l'intérieur des cellules. Et donc une carence en chlorure est souvent causée par une perte gastro-intestinale comme une diarrhée sécrétoire ou des vomissements. Alors au niveau des carences, on va voir quelques causes possibles. C'est le fait de faire beaucoup d'exercices physiques, d'être confronté à la chaleur et donc de transpirer beaucoup, d'avoir de la diarrhée ou des vomissements, d'avoir un manque d'apport hydrique évidemment, d'avoir des carences nutritionnelles, un stress physiologique, des troubles rénaux, une prise de médicaments comme des diurétiques ou antibiotiques par exemple, un déséquilibre acido-basique par rapport à une mauvaise alimentation, ou encore des brûlures, traumatismes, septicémie, lésions cérébrales, insuffisance cardiaque. Voilà, toutes ces choses-là peuvent générer des carences en électrolytes. Alors, quels seraient les symptômes de ces carences ? Eh bien, la confusion, des maux de tête, de la fatigue, de l'apathie, des crampes, des faiblesses musculaires, des égourdissements, des picotements dans les extrémités, des vertiges, le fait d'être irritable, avoir des arythmies cardiaques, troubles neurologiques, fluctuation de la pression artérielle, diarrhée ou constipation, nausées ou vomissements. Et donc, au niveau conseil, c'est d'être attentif à tout ça pour pouvoir reconstituer ces électrolytes pour optimiser les performances sportives, mais aussi pour prévenir des symptômes. Comme je viens de les citer, on peut aussi avoir le battement de cœur qui est irrégulier, une faiblesse, une fatigue, des spasmes musculaires ou des crampes musculaires.
Ensuite, au niveau de l'alimentation, il y a généralement des choses à faire parce que la plupart des personnes, malheureusement, consomment trop de céréales, d'aliments transformés, de soda, avec un manque de fruits et de légumes, ce qui va globalement augmenter les besoins en potassium parce qu'il y a un excès de sodium. Donc cet équilibre est important. De plus, si on a une carence en magnésium, ce qui est le cas pour la plupart des gens, ce déséquilibre va s'intensifier, car c'est le magnésium qui va réguler l'équilibre entre le sodium et le potassium dans la cellule. Alors une étude ici qui a comparé l'effet de la consommation d'eau seule et la consommation d'eau additionnée d'électrolytes en termes de prévention des crampes musculaires après une déshydratation. Et donc la sensibilité aux crampes musculaires a encore augmenté après 30 à 60 minutes dans le groupe recevant de l'eau seule, mais elle a diminué dans le groupe qui recevait de l'eau avec des électrolytes. C'est quelque chose de connu, mais beaucoup ne l'appliquent pas. Et moi le premier, c'est la première fois cet été 2024 que j'ai consommé des électrolytes dans mon eau. Un petit peu pendant l'effort, je ne bois jamais beaucoup pendant l'effort, mais surtout après, pour récupérer un maximum de micronutriments. Et ça m'a vraiment permis d'avoir une meilleure hydratation et une meilleure récupération par rapport à ce que je pouvais avoir avant. Voilà, donc par rapport à la complémentation d'électrolytes, les avantages sont multiples, vous l'aurez compris. Ça va vraiment avoir des avantages au niveau musculaire, système nerveux, membrane cellulaire, tension artérielle, coagulation sanguine et réduction de la fatigue et de l'épuisement. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site web pour vous procurer la fiche des marques de compléments que je recommande avec des codes promo. Alors quelques conseils pour rester bien hydraté durant tout l'été. Étalez votre consommation d'eau tout au long de la journée. Une bonne mesure consiste à prendre un grand verre d'eau toutes les heures. Le matin, après le réveil, buvez un grand verre d'eau pour compenser les phénomènes de déshydratation de la nuit, bien entendu. Préférez les bouteilles en verre plutôt que plastique si est possible, parce que malheureusement, le plastique, on le sait, relargue des polluants, des perturbateurs endocriniens, des phtalates, etc. Donc c'est toujours mieux d'éviter ça. Maintenant, si vous n'avez pas le choix, évitez d'exposer le plastique au soleil, ça va augmenter le relargage des toxines dans l'eau. L'idéal pour moi, c'est une eau filtrée et une gourde isotherme par exemple. Alors vous pouvez aussi aromatiser votre eau à votre goût avec du citron, la menthe ou d'autres choses encore. Et pour varier, n'hésitez pas à vous tourner vers des jus de légumes par exemple qui sont aussi riches en nutriments. Faire des smoothies si vous tolérez au niveau digestif, mais ne les buvez pas trop vite et essayez de les garder un peu en bouche pour activer les enzymes digestives. Vous pouvez aussi penser au kéfir ou kombucha. Et au niveau alimentaire, préférez des aliments riches en eau comme des fruits, des légumes crus, des fraises, des pastèques, du céleri, du concombre. Toutes ces choses-là vont augmenter l'hydratation de par leurs nutriments. Et généralement, il faudrait boire plus d'eau avant et après le sport plutôt que pendant. Maintenant, en cas de chaleur extrême, c'est évident qu'il vaut mieux limiter l'effort, mais encore une fois, ça peut être une question d'habitude. Au niveau des sources alimentaires, bien sûr, on a les viandes, les poissons, les noix, les légumes, les fruits. Le fait d'avoir une alimentation équilibrée, globalement antioxydante, essentiellement végétale, devrait vous fournir suffisamment d'électrolytes. Mais comme je le disais, la complémentation peut vraiment être utile en cas d'effort intense ou même lors de randonnée lorsqu'il fait très chaud. Donc pour en revenir au complément que je suggère, il s'appelle Electrolyte Forte chez Energetica Natura. Ces avantages vont agir au niveau de la fonction musculaire et nerveuse, bien entendu de l'hydratation, de l'équilibre acido-basique, des fonctions métaboliques et cardiovasculaires et du métabolisme énergétique. Donc, à qui s'adresse-t-il? Aux personnes qui font du sport, plutôt intense et accompagnées de transpiration. Ça peut aussi être utile pour les enfants, les adolescents qui sont en croissance, qui pourraient manquer de ces nutriments. Et pourquoi pas en cas de situations spécifiques comme la grossesse, la ménopause, des périodes de stress ou encore de la fatigue. Quand le prendre, ça n'a pas vraiment d'importance, si ce n'est qu'au niveau du sport, c'est toujours mieux après. Comme ça, vous évitez aussi de surcharger votre système digestif lorsqu'il n'est pas disponible. Les contre-indications, c'est l'insuffisance rénale, la dialyse, les pathologies cardiaques. Voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. J'espère que vous avez appris des choses. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à télécharger cette fiche récapitulative sur mon site web. Et si vous souhaitez avoir plus de détails, plus d'informations au niveau individuel, la prise de rendez-vous est aussi disponible. À bientôt.